Salut les amis, bienvenue à toutes et tous, c'est Price, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Price Pokémon. On se retrouve aujourd'hui lundi, comme chaque lundi, j'espère que vous allez vraiment bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez démarré la semaine correctement. En tout cas, si vous écoutez le podcast, c'est qu'elle va bien démarrer. Alors mettez-vous à l'aise, installez-vous bien et on commence ce nouvel épisode. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver comme à chaque fois. Cette semaine, pas mal de petites choses à aborder. Premièrement, une actualité Pokémon mondiale un petit peu calme, même si on va y revenir. Un nouveau set a été annoncé. Beaucoup d'annonces, je trouve, étrangement, ces derniers temps. On aura l'actualité française dans une partie numéro 2 qui, elle, est plus que calme, si je ne m'abuse. Excusez-moi encore une fois si vous trouvez qu'il se passe énormément de choses. Je voulais peut-être rebondir avec l'actualité qu'on peut avoir, nous, les collectionneurs très pointus, sur tout ce qui est scellé vintage, qui est en train de prendre un bel essor, majoritairement Soleil et Lune aussi, qui connaît un vrai regain d'intérêt. Épée et bouclier, toujours avec le fameux 7 évolution céleste, pardon, qui continue d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Et mis à part ça, je trouve qu'on a vraiment une activité très très calme. Pourquoi pas, tant mieux, on se dirige vers une période un petit peu plus agitée, un petit peu plus active. On a le Gala TCG qui arrive très bientôt. On a également le Belgium TCG qui sera un petit peu là pour juin. Donc pas mal de choses à voir et à discuter sur l'actualité française. Et puis pour la partie numéro 3, on va parler d'un sujet que visiblement vous êtes très nombreux à vouloir que j'aborde. Il s'agit de la partie micro-entreprise, auto-entrepreneuriat, comment faire pour démarrer son activité de micro-entreprise. J'en ai déjà parlé quelques fois. Je vais essayer de rester concis, précis. C'est un sujet qu'on aborde très, 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 très largement et qu'on a abordé très largement dans le dernier conseil Indigo. Donc, c'est du contenu quand même un petit peu particulier et j'ai pas envie non plus de remplir les oreilles aux gens qui, soit numéro un, sont déjà en micro-entreprise, en entreprise ou qui ont pour projet d'ouvrir leur propre établissement ou soit les gens qui tout simplement n'ont vraiment pas du tout envie d'en apprendre davantage. Donc on va rester sur les points les plus essentiels pour répondre à Rémi Zérol, pour répondre également à Ryzen, pour répondre à pas mal de personnes. Donc on va essayer de rester précis, net, clair et concis. Voilà, et dans la partie numéro 4, je vous donnerai le devoir de la semaine pour les auditeurs, comme chaque lundi à chaque fois, pour que vous puissiez continuer à mettre une pièce dans la machine et qu'on puisse continuer à échanger, discuter de ce qui nous passionne, c'est-à-dire Pokémon bien entendu, et surtout Pokémon en France, que ce soit les cartes, le scellé, l'actualité, vraiment tout. Pas de tabou dans le podcast Price Pokémon. Allez, c'est parti tout de suite pour l'épisode numéro 19. L'actualité internationale, en première partie, je vous parlais donc de nouvelles annonces, de nouvelles sorties de sets. On a forcément Crimson Haze, donc qui va arriver très bientôt en mars ici en France et qui on a déjà vu plein 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 de différentes petites avant-premières, des gens qui ont déjà été livrés, de forces temporelles, des personnes qui ont déjà eu des sets, des personnes qui ont déjà eu quand je dis des sets, c'est des displays, des trainers Elite Box, ce genre de choses. Donc voilà, la sortie officielle, comme toujours, n'est pas vraiment respectée. Je me demande comment les gens font pour avoir autant de produits avant le lancement. Je ne sais pas si c'est Asmodée, en tout cas, je serais curieux de leur poser la question. Ils seront présents au gala TCG. Voilà, parce que malgré ma boutique, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir vraiment autant de choses en avant-première comme ça, comme pas mal de monde. Donc, toujours curieux de savoir ça. Et puis, donc, on a le nouveau set français, qui est donc un nom extrêmement bizarre en français. Un tout nouveau set qui s'appelle Mascarade crépusculaire en français, Twilight Masquerade en anglais,
écarlate et violet. Un set extrêmement étrange, une annonce de lancement en mai 2024, le 24 mai 2024. C'est ultra bizarre d'avoir une annonce aussi tôt alors qu'on a à peine eu le droit à Crimson Haze. Je préfère largement le nom anglais au nom français. Pareil pour Twilight Masquerade, c'est bien mieux que Mascarade crépusculaire. C'est assez étrange. Je me demande si ce set ne fait pas écho un peu à ce qu'on peut trouver au Japon et si on n'est pas en train de diviser un set japonais en deux ou en trois, ou l'inverse, hein, où je trouve juste que le rythme et les sorties sont extrêmement rapprochées parce qu'on se retrouve avec un set squeezé, donc pour EV05, Crimson Haze. Et comme je vous le disais lors du podcast précédent, n'oubliez pas vraiment, comme je vous l'avais dit, et on peut le voir, Nostradam Price, on a vraiment la même caractéristique que pour style de combat, un set extrêmement écourté, c'est-à-dire qu'il était pris entre deux chaises, entre voltage éclatant et reine de glace. Et là, on a exactement la même chose avec, du coup, avec force temporelle qui sera pris entre deux chaises, qui sera pris entre destinée de Paldea et mascarade crépusculaire. Donc un set avec fortement diminué en termes de quantité, des low prints. Donc je vous incite et je vous le dis, et c'est vrai que pour les professionnels, c'est de très mauvais augure. Je pense notamment à Thomas qui disait sur son Discord, mais Thomas de Cars Hunter qui disait sur son Discord, mais en fait, ils veulent nous faire couler avec des sets d'une qualité moyenne et en plus des sorties très rapprochées. Et il a tout à fait raison parce que autant EV05, je suis moins d'accord sur la qualité moyenne, autant là, en tant que professionnel, avec des sorties aussi rapprochées, c'est vraiment dur d'écoller ces produits. Vous retrouvez à peine en période de précommande, vous avancez l'argent, en tout cas vous avancez une partie de l'argent de la commande pour éviter les précommandes et pour éviter tous les problèmes qu'on a déjà connus quand vous êtes sérieux. Donc je suppose que c'est ce que plein de boutiques font désormais, en tout cas j'espère. Vous vous retrouvez du coup à avancer beaucoup d'argent avec beaucoup de produits sur les bras et des produits qui ne se vendent pas parce que tout de suite vous avez une nouveauté qui arrive et ça c'est extrêmement compliqué, c'est très très dur je trouve. Pokémon gère très très mal les sorties là, c'est en cette début d'année 2024 parce que rien qu'en 2024 on a eu le droit en 3 mois et demi à 3 sets et demi d'annonces Destinée de Paldea, Force Temporelle, Twilight Masquerade et on a justement juste avant Destinée de Paldea EV04 qui était là et forcément donc vous vous retrouvez avec 3,5 en 3 mois et demi, vous vous rendez compte, ça fait presque une extension tous les mois, c'est du jamais vu alors qu'on est bien entendu d'habitude sur une extension tous les 3 mois. Il y a une grosse période creuse en décembre en termes de sortie. Janvier a pu faire la part belle à Destinée de Paldea. Je pourrais même dire janvier-février, même s'il y avait EV04 encore avant. Et là, on se retrouve avec en très très peu de temps, un laps de temps très court, 3 sets dessinés de Paldea, Force Temporelle et Mascarade Crépusculaire. Je trouve que c'est très mal géré, dites-moi ce que vous en pensez, parce que littéralement, c'est mars 2024, 24 mars 2024, 24 mai 2024. Donc littéralement 2 mois avec un set, donc Force Temporelle, qui sera squeeze entre Mascarade Crépusculaire et puis Destinée de Paldea. Donc vraiment, 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 vraiment pas du tout malin pour les indépendants, les petites boutiques. Les supermarchés, je pense, et l'énorme quantité de ventes qui sont réalisées dans ce genre d'enseigne ne sont pas trop impactés par ce genre de choses. Déjà parce qu'encore une fois, et je vous l'ai dit, la ménagère et puis l'immense majorité des cartes Pokémon consommées en France, les gens ne sont pas aussi pointus, donc je pense qu'ils ne font pas vraiment attention. Mais je pense que là, pour les indépendants, ça va être très compliqué d'écouler tous les stocks commandés, parce qu'en plus, il y a un jeu très 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 néfaste entre les fournisseurs et les boutiques, avec un jeu de commande. Ok, tu commandes pas, d'accord, bah, la prochaine fois, tu auras moins de quantité. Donc il faut nous soutenir dans les périodes difficiles. Le set là, je sais que personne n'en veut. Toi, t'en veux pas non plus, mais c'est comme ça. Si tu veux avoir des sets, des extensions futures à succès, eh ben, tu dois aussi prendre des extensions récentes à moins bon succès.
et c'est un jeu ultra toxique entre les fournisseurs et les boutiques. J'en parlerai sûrement un jour. Mais voilà, donc actualité Pokémon internationale avec Twilight Masquerade. Très déçu. Je trouve que c'est trop court. Peu d'intérêt. Le set n'a pas l'air fou. La nouvelle rotation, par contre, elle, en termes de TCG pur et dur, elle n'aura même pas vraiment le temps de digérer le nouveau set Crimson Ace, qu'il faudra déjà parler de Twilight Masquerade et voir ce qu'il y a à faire. Bon, quoi qu'il en soit, c'est assez étrange. Et dernière chose dont je voulais vous parler qui est extrêmement étrange sur l'actualité Pokémon internationale, c'est la non-annonce de date pour les Worlds 2024. Il n'y a toujours pas de date annoncée pour Hawaï 2024. C'est affolant, c'est très inquiétant. On est plus d'un mois en retard sur ce qui se fait d'habitude. En tout cas, 3 semaines minimum, parce que souvent c'est fin février. Donc extrêmement étrange. Et dans le même temps, je ne spoil personne, les Worlds 2025 ont été annoncés à San Francisco. Alors pourquoi, comment, je ne me manifesterai pas sur le sujet. Parce que bien entendu, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Vous le savez, je ne vais pas m'engager sur un sujet dont je ne connais pas absolument tous les détails. La rumeur voudrait qu'un employé eh bien, d'un des plus gros centres de convention de San Francisco soit, entre guillemets, plus ou moins intéressé par Pokémon et a fait fuiter l'information qui ensuite a fait boule de neige et crescendo dans le monde entier. Et les gens ont du coup appris que Pokémon préparait des Worlds en 2025 à San Francisco, une ville assez sympathique. D'ailleurs, il n'y a pas que les Worlds qui se tiendront à San Francisco en 2025, il y a aussi la Laver Cup. Bref, pour ceux qui aiment le tennis. Mais San Francisco qui visiblement a envie de redorer son blason parce que pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller, c'est une ville qui est extrêmement belle mais extrêmement sale et extrêmement socialement gangrénée par les gangs, la drogue et la violence. Donc visiblement San Francisco qui a envie de redorer son blason au niveau des touristes et qui met le paquet sur les gros événements internationaux. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, vous le saurez. On n'a pas encore eu la chance de savoir où se trouvaient les Worlds à Hawaï en 2024, mais vous saurez qu'on a déjà l'info pour San Francisco 2025. Donc à quelques mois près, vous pouvez déjà savoir que en 2025, votre planning sera pris pour San Francisco et pour toutes les personnes qui souhaitent y aller passer un bon moment, pas que pour Pokémon d'ailleurs, et je vous conseille bien sûr pas que pour Pokémon. Très belle ville des États-Unis, remplie de culture. Pas une coquille vide comme beaucoup de villes aux États-Unis, je n'en citerai pas, j'ai pas envie d'être médisant, peut-être que certains d'entre vous adorent les États-Unis. Moi j'aime beaucoup, bien entendu, j'y suis allé, mais beaucoup de villes qui sont des coquilles vides. Voilà, avec très peu d'histoire. En tout cas, pour cette actualité Pokémon internationale, c'est un peu le bordel, on va dire comme dans le monde en général, un peu le bordel, comme en France, comme partout. Voilà, c'est très étrange, très mal géré, je trouve, là, pour ces trois premiers mois de 2024. Hâte de savoir ce qui va se passer pour la suite, même si, encore une fois, je sais que certains d'entre vous sont assez hypés aussi par l'annonce du nouveau jeu. Bon, moi, je ne reviendrai pas dessus. Certains d'entre vous ont commenté lors du podcast précédent sur ce fameux nouveau jeu. Pour le moment, moi, j'ai pas forcément envie d'y revenir. Quand on en saura plus, je le ferai. Mais là, pour le moment, pour moi, ça ne vaut pas forcément la peine. Voilà, écoutez les amis, partie numéro 2, actualité Pokémon française, sur le sujet qui nous concerne et qui nous intéresse tous, c'est que ce soit récent, vintage, les cartes récentes ou vintage, très peu d'informations pertinentes à vous donner. J'ai moi-même réalisé quelques ventes de cartes du bloc X sur eBay. Alors, des ventes ont été annulées bizarrement pour non-respect des conditions d'utilisation, d'après certaines personnes du Discord. D'ailleurs, je vous enjoins et je vous invite à rejoindre le Discord Price Pokémon. N'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait. On est 1200 et beaucoup plus à venir, je l'espère. Le Discord est tout aussi calme que l'actualité Pokémon ces derniers temps. Donc c'est un petit peu de temps en temps lent. Mais si vous avez des moindres questions à poser, si vous avez envie d'en apprendre plus, si vous avez envie de venir sur un Discord bienveillant, positif, qui vous aide à compléter vos objectifs dans la collection, n'hésitez pas parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Voilà. En tout cas, l'actualité du coup française sur le scellé récent, je vous incite encore une fois
à vraiment prendre vos positions sur EV5 parce que ce set est rare par définition. Et vous savez mon avis sur la rareté. Plus c'est ancien, plus c'est rare et plus mieux c'est conservé, plus ça prendra de la valeur sur le long terme. C'est les 3 règles fondamentales de tout collectionneur qui se respecte. Et donc EV05 qui correspond à pas mal de ces critères, puisque rare de facto, à cause du nombre de tirages qui est moins important, à cause de Destiné de Paldea, et ensuite de la série EV06 qui arrive. Très mauvaise gestion, je pense, je trouve, c'est mon avis personnel. Et dans un deuxième temps, une série qui du coup, si vous l'achetez neuve en display, eh bien, il n'y a pas d'autre facteur plus important que celui-là. C'est le côté neuf, le côté parfaitement conservé sur le long terme et la rareté intrinsèque de l'objet qui fera l'affaire sur le long terme. Donc vraiment, EV05, je vous incite à ne pas sous-estimer. En ce moment, je trouve que le scellé est très 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 demandé, surtout pour tout ce qui est box break. Whatnot est en train de prendre un petit peu de poil de la bête. Vogt, j'ai l'impression que ça a l'air d'être toujours présent, mais Whatnot a vraiment pris cette place de box break incessant. C'est-à-dire que Whatnot, c'est un show de box break incessant avec plein de jeux divers et variés. À l'époque, je me rappelle avoir discuté avec une des personnes de chez Whatnot qui me disait que sur Vogt, c'était box break incessant et que sur Whatnot, on allait mettre des dispositions pour éviter que les prix des boosters s'enflamment et plein de choses. Comme quoi, chez Vogt, ça ne se passe plus. Et maintenant, ça se passe chez Whatnot. Donc, c'est assez marrant à relever comme anecdote. Mais en l'occurrence, Vogt qui est plutôt sur le côté carte désormais. En tout cas, c'est mon ressenti, j'ai l'impression. Même si un très beau box break, double box break de deux display sets de base édition 1 par les copains de Cards Collect, si je ne dis pas de bêtises, qui va avoir lieu sur Vogt. Donc, très sympa. Je leur donne beaucoup de courage, beaucoup de force dans cette période. Deux display sets de base, c'est quand même assez osé. Donc j'espère que ça fonctionnera pour eux. Et donc Vogt qui a l'air de se diriger un peu plus sur le vintage. Vogt qui malgré tout se place et se trouve souvent entre guillemets rempli de live de cartes japonaises en tout genre qui partent à des prix vraiment, vraiment, vraiment faibles. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué pour tous ces vendeurs d'avoir une vraie place sur le japonais. En tout cas, c'est mon avis. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu la dernière fois. J'ai utilisé pas mal l'application ces derniers temps pour essayer de dénicher des petits lives, des petits shows, des petits vendeurs sympas ou des personnes qui ont des belles collections et qui se sont dit pourquoi pas les écouler via Vogt. Et j'avoue que j'ai rien trouvé. J'ai trouvé vraiment une masse affolante de personnes avec des cases SGS, Vanguard, PSA, CCC, PCA, MTG, des personnes qui vendaient des cartes gradées dans tous les sens, de n'importe quelle série, de n'importe quelle extension, de japonais, de trucs qui n'avaient aucune cohérence. Mais visiblement, ça a l'air de plaire. Sans parler de One Piece qui également est en train de prendre une vraie place déterminante sur toutes les plateformes de vente en live. Donc vraiment, ça m'a suffi pour dire la vérité. En tout cas, le scellé récent qui vraiment, vraiment, vraiment fonctionne très, très bien. On a vu des belles appréciations de codes sur Star Étincelante, notamment sur Soleil et Lune, principalement, comme je vous disais, vraiment des sets qui ont explosé sur Soleil et Lune en termes de prix de scellé. Vraiment le scellé qui reste pour moi la place forte de Pokémon en 2024 avec des vraies performances sur le long terme, des vraies performances, on parle vraiment de très très belles performances. C'est les Japonais notamment, c'est les Français Vintage, Soleil et Lune, XY. Je pense notamment aussi à Évolution Céleste, bien entendu. Je pense à pas mal de séries comme ça. Donc voilà, le petit édito sur la santé financière du marché Pokémon français. J'ai vendu quelques cartes du Block X, quelques cartes Wizard, ça part, ça se vend correctement. Ce n'est plus la même hype qu'avant, mais ça se vend. Par contre, il y a une vraie demande de scellé et ça, donc voilà, à noter pour vos horizons 2024. Comme je vous le dis, toujours fixez-vous un but, fixez-vous un cap, maintenez-vous-y et sur le long terme, le travail paiera. Il n'y a pas de raison. Donc, petit édito sur l'actualité Pokémon française, puisque à part le double box break qui reste quand même un événement en soi, hein, bien sûr, de display set de base, donc très très sympa. Je leur souhaite vraiment le meilleur pour ça. Mais à part ça, très très peu de choses à dire puisque j'ai parlé des séries récentes dans la partie numéro 1.
Voilà. Bon, écoutez les amis, c'est parti. On va discuter un gros morceau. On va échanger sur l'auto-entreprise et pourquoi est-ce que je considère que le format de l'auto-entrepreneur est le meilleur, en tout cas sur Pokémon et pour 2024. Pourquoi est-ce que je vous déconseille, en tout cas si vous êtes un vendeur particulier qui souhaite vendre, acheter et revendre, et acheter dans le but de revendre donc des objets Pokémon. Pourquoi est-ce que je vous conseille majoritairement l'auto-entreprise et pas la société? Pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce qu'une société signifie statut, signifie juriste, signifie des échanges, signifie du temps, signifie de l'argent, signifie comptable, donc bilan, euh, assemblée générale, bien entendu, hein, puisqu'il faut toujours que votre comptable puisse passer par là, se servir dans votre poche. Déclaration de TVA, déclaration d'impôts, impôts sur les sociétés, cotisation sociale, bien entendu, et j'en passe, et les meilleurs. Et tout simplement, je trouve que en France, si vous avez envie d'avoir une qualité de vie importante, sans pour autant vous arracher les cheveux avec la TVA, avec une expertise comptable obligatoire, avec une imposition sur les sociétés forcée, avec beaucoup d'administratifs à gérer, un expert comptable qui peut mal vous conseiller, qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent, bien entendu un juriste qui peut également au préalable faire des erreurs de statut, dans lesquelles vous pourriez vous trouver éventuellement responsable de telle ou telle chose qui n'était pas convenue dans les statuts de l'entreprise, pardon. Donc, beaucoup de choses à prendre en compte. Si vous êtes averti, si vous êtes bien accompagné, si vous connaissez un juriste, si vous êtes vous-même très très doué en droit, si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, si vous avez travaillé avant dans un business en particulier, que vous en connaissez tous les tenants et les aboutissants, que vous savez quelles sont les combines, que vous connaissez les meilleures façons de réaliser le chiffre d'affaires, que vous avez une belle idée de ce que la TVA va vous coûter, de ce que les investissements vont vous rapporter, de ce que vous pouvez générer comme revenu et de ce que vont vous coûter les cotisations sociales, les impôts et autres et autres et autres. Si vous voulez coupler ça à une holding personnelle, si vous connaissez vraiment tous les tenants et les aboutissants, il y a des belles choses à faire. Bien entendu, les sociétés, ça existe, c'est pas pour rien. Il y a des belles choses à faire. Mais souvent, il y a cet adage qui dit que pour aller vite, il faut être seul et pour aller loin, il faut être plusieurs. Euh, je comparerai souvent cet adage et j'en ferai tout simplement eh bien, le parallèle avec la société et l'auto-entreprise et pourquoi est-ce que les deux sont liés et pourquoi est-ce que c'est important dans un premier temps peut-être de commencer en auto-entreprise et ensuite de faire une société, mais pas l'inverse. C'est très très souvent que si vous faites une société, vous vous trouvez avec plein de bêtises parce que pour apprendre, eh ben, il faut faire des erreurs. Si vous n'êtes pas forcément le meilleur dans la gestion humaine, dans la gestion de projet, dans plein de choses, ben, ça peut être compliqué d'avoir une société tout simplement. Si votre comptable est mauvais, mais vous ne le savez pas parce que vous-même vous n'êtes pas comptable, vous pouvez perdre des grosses sommes et je peux vous apporter plein de personnes pour en témoigner. Des grosses sommes qui peuvent vous mettre personnellement à rude épreuve et qui peuvent même mettre votre société à rude épreuve. Je vous parlerai plus longuement, par exemple, de la liquidation judiciaire prononcée par mes associés et moi-même sur une de nos sociétés, parce que les propriétaires ont abusé sur le loyer, parce que les cotisations, les frais annexes type comptable, type juriste, type plein de choses, vous n'avez même pas idée, ça dépend de votre business, mais il y a des frais insupportables, que ce soit de fonctionnement, que ce soit de charges, que ce soit des fournisseurs, c'est insupportable. Euh, et pour le peu que pendant 1, 2, 3 mois, votre activité soit un petit peu moins bien, vous ne pouvez vraiment pas vous imaginer dans quelles conditions ça peut vous mettre. Donc voilà, je ne vous conseille pas forcément tout le temps l'entreprise, même si je sais que certains d'entre vous sont en entreprise pour différentes raisons, connaissent très bien leur métier, savent exactement ce qu'ils font, et c'est très bien. Mais là où je voulais répondre du coup à Rémi Zérol, c'est l'auto-entreprise, on va en parler, maintenant que je vous ai un petit peu quand même fait un topo. L'auto-entreprise, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est une entreprise individuelle. C'est une personne
seul qui se déclare auprès de l'organisme qui s'appelle l'URSSAF pour tout simplement pouvoir euh, exercer une activité entre guillemets professionnelle d'achat et de revente de biens, de services. Voilà, ça va dépendre de votre domaine, bien entendu. Lorsque vous êtes un auto-entrepreneur et que vous souhaitez vendre des objets d'occasion comme des cartes ou autre chose, vous serez assujetti à une imposition de biens, donc une imposition d'achat-revente et non pas une imposition de service. Cette imposition d'achat-revente est plus intéressante que l'imposition de service puisqu'elle est moins importante. Vous tournerez aux alentours de entre 12% et 13%, alors que si vous étiez en service, vous tourneriez entre 22 et 25% d'imposition. Vous pouvez opter pour plein de petites subtilités, comme le prélèvement libératoire. Ce n'est pas des choses dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ça nécessiterait une analyse bien plus profonde, et parce que je n'ai pas envie de vous embêter trop longuement avec ce sujet-là. Simplement, sachez qu'il suffit de se rendre sur un site public du gouvernement, euh, autoentreprise.gouv.fr, de s'inscrire, de réaliser toutes les démarches administratives, de payer les 34 ou 35 euros de frais de greffe de tribunal de commerce, de recevoir son cabis et de pouvoir exercer en toute tranquillité. Il n'y a pas de comptabilité à tenir, même si c'est quand même fortement conseillé d'avoir un compte spécifique à votre activité pour pouvoir vous y retrouver en termes de tout simplement de déclaration, de chiffre d'affaires. C'est vraiment quand même beaucoup mieux. Vous avez simplement à cumuler les entrées, à les additionner pour avoir votre chiffre d'affaires. Déclarer votre chiffre d'affaires trimestriel sur votre espace auto-entrepreneur URSSAF que vous aurez créé en parallèle. Et tout ça se fera très très bien. Et franchement, on parle souvent de la bureaucratie française, du millefeuille administratif. C'est une des plus belles inventions administratives françaises. C'est d'une simplicité, c'est très bien. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous déclarez à l'URSSAF votre chiffre d'affaires, vous payez vos cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires. Vous n'avez quasiment pas d'imposition personnelle à la fin de l'année, sauf si vous avez bien entendu vos revenus classiques et que vous déclarez en plus une micro-entreprise, enfin une autre entreprise en l'occurrence. En tout cas, il y a des seuils à ne pas dépasser. Si vous commencez à dépasser les 40, 50, 60, 70 000 euros à l'année sur votre micro-entreprise, peut-être opter pour le prélèvement libératoire. C'est une option qui vous permet de payer un pourcentage un petit peu plus élevé sur vos cotisations sociales. Donc au lieu de payer 12% en service, en biens, pardon, vous allez payer 13% et quelques et vous serez du coup directement exempté d'imposition sur le revenu. Donc à partir d'un certain seuil, ça commence à être intéressant. C'est un calcul à faire, hein, vous avez compris. Entre 1% sur votre chiffre d'affaires et votre imposition que vous connaissez annuelle, peut-être que vous pouvez faire une économie. Voilà, c'est un calcul à faire, comme tout. Hein. Il n'y a rien qui se fait gratuitement ni facilement dans la vie. Il faut être très attentif et faire attention à ce qu'on fait pour s'en sortir au mieux. Mais voilà, donc l'auto-entreprise, ça se fait vraiment très bien. Et je voulais aussi faire un disclaimer et une mise en garde. Ne tombez pas dans le panneau de votre famille ou de votre collègue qui connaît un juriste ou un comptable indépendant ou un truc qui va vous faire payer la création de votre auto-entreprise ou tout simplement en allant sur Internet. Beaucoup d'offres sponsorisées en tête de file sur Google en position numéro 1, 2, 3. Même s'il y a marqué sponsorisé, vous pouvez vous faire avoir. Ne payez rien quant à la création de votre micro-entreprise. Il n'y a qu'une seule chose à payer, c'est l'inscription au greffe, donc le tribunal de commerce et les greffes qui prennent en charge et qui vous créent votre extrait cabis. Donc ça, c'est un coût, mais il est dérisoire, il est entre 30 et 40 euros maximum. Donc ne payez jamais personne pour créer votre auto-entreprise. Vraiment, renseignez-vous sur Internet, allez sur les forums, et puis même le site est très très simple, il s'agit tout simplement du site du gouvernement. Donc pour créer votre auto-entreprise. Et c'est une des démarches les plus simples à réaliser, je trouve. Alors il y a des subtilités, il faut quand même bien lire toutes les cases, cocher les bonnes cases, trouver la bonne activité dans laquelle s'insérer. Mais mis à part ça, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous faites les choses correctement, si vous vous renseignez au préalable, si vous posez les bonnes questions à un agent de l'URSSAF ou si vous voulez directement aller vous déplacer au tribunal de commerce, vous pouvez tout simplement
vous déplacer au tribunal de commerce, prendre un rendez-vous et vous inscrire aussi. Il y a des gens qui sont à disposition pour vous aider. Voilà, donc c'est très 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 important. Je vous donne vraiment des ficelles qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. C'est gratuit, c'est sur Price Pokémon. C'est le podcast entre guillemets le plus comment dirais-je, informatif, avec des informations fiables et sérieuses du game. Donc voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Vous saurez, épisode 19, Price Pokémon. Si vous avez envie d'avoir des conseils sur comment créer son auto-entreprise, vous les avez directement sur ce podcast. Et si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de vraiment d'en savoir bien plus, et si vous avez envie de savoir quel est le format type d'activité, en tout cas de société à créer en fonction de vos besoins, n'hésitez pas non plus à me poser la question. Je serai ravi de vous aider. Par contre, sachez encore une fois, si vous êtes dans le cas de figure d'un acheteur-revendeur d'objets uniquement d'occasion, je ne vois pas, mais vraiment je ne vois pas une seule seconde l'intérêt de faire une société. Et pareil, je pourrais vous faire témoigner des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont fait avoir. Je ne vous conseille vraiment pas de faire une société si vous êtes uniquement sur de l'achat-revente et que vous ne dépassez pas le seuil de 80 000 euros par an. Voilà, c'est vraiment, et c'est une belle somme et ça peut vous permettre de gagner très bien votre vie depuis chez vous et d'être parfaitement tranquille, de ne pas être inquiété, de dormir sur vos deux oreilles, de tout déclarer, de faire les choses dans les règles et de vivre une belle vie, une belle liberté. Parce que 80 000 euros par an, quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même du 7 000 euros par mois. Voilà. Si c'est votre chiffre d'affaires et que sur votre chiffre d'affaires, vous dégagez un bénéfice de 50%, vous avez quand même 3 500 euros par mois dans la poche. Alors, pas net d'impôts parce qu'il y a les cotisations URSSAF à payer, bien entendu, mais si vous vous débrouillez bien dans un domaine comme Pokémon, vous pouvez avoir des marges qui sont entre guillemets plus importantes et donc du coup vous dégagez un salaire net plus important aussi. Voilà. Tout ça nécessite beaucoup de diligence de votre part, des fichiers Excel, des calculs, mais si c'est fait correctement, vous pouvez prendre beaucoup de plaisir dans votre activité et être bien entendu tout à fait libre et travailler depuis chez vous et travailler dans un cadre de travail très 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 agréable. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Je sais, en me connaissant, je suis plutôt solitaire, donc ça ne me dérange pas. Mais si vous êtes très social et si vous avez un métier qui vous plaît, ben voilà, je vous conseillerais bien entendu pas de le quitter. Mais sachez que, encore une fois, pour répondre à la question de nombreux d'entre vous, là, à l'heure actuelle, la plupart des sociétés de vente en ligne, donc eBay, etc., Le Bon Coin et autres, hors voitures, électroménagers et meubles qui sont exemptés d'impôts, et ça, faut le savoir quand même. Euh, vêtements aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Simplement, voilà, hors 3 4 5 peut-être, je dirais 3 4 5 catégories avec justification à l'appui, vous n'êtes absolument pas imposé. Des activités comme les nôtres, par exemple, pour de l'achat-revente d'objets de collection, sachez quand même que vous serez imposé à partir d'un certain seuil et que ça peut quand même valoir la peine de pouvoir dormir tranquille sur ses deux oreilles, surtout encore une fois si les montants sont très 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 récurrents, dépassent souvent 5 000 euros. Enfin voilà, il y a toute une jurisprudence, il y a tout un tas de choses à savoir et je vous invite vraiment à vous renseigner si vous souhaitez en savoir plus. Mais voilà, sur vos plateformes de vente préférées, sachez que la plupart des informations personnelles que vous leur donnez à disposition seront transmises aux autorités, en tout cas fiscales surtout, si vous dépassez un certain nombre de ventes. Et je pense honnêtement que le chiffre de 2 000, 3 000 euros par an de vente est plus qu'exagéré. Je pense que vous serez inquiété un peu plus au-dessus quand même. Il y a la loi il y a la juste mesure aussi hein, dans la loi, bien sûr. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a bien entendu une zone grise, mais ne trichez pas trop non plus. Ce serait le seul conseil que j'aurais à vous donner. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. J'espère avoir été clair. Si vous avez d'autres choses dont vous aimeriez qu'on parle, ça tombe bien, on est dans la rubrique numéro 4, le devoir des auditeurs. Et pour la semaine prochaine, les amis, j'ai envie que vous me donniez eh bien, votre avis sur cette gestion de Pokémon entre les différents sets qui sont extrêmement rapprochés. Là, on a eu Force Temporelle, on a Mascarade Crépusculaire, en plus le nom est zéro, dites-moi ce que vous en pensez.
J'ai vraiment envie d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me répondre aussi sur la partie numéro 3. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Je pense notamment aux personnes qui ont commenté cette semaine et la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines du coup, mais voilà, vous m'avez compris. Dites-moi si c'est clair, dites-moi si vous avez envie que j'aborde un autre sujet. Je sais que vous aviez beaucoup de sujets dont vous vouliez que je parle, mais j'aime bien quand chaque semaine on a un petit peu un consensus comme ça entre plusieurs commentaires et que je peux vraiment, là, comme c'était le cas cette semaine, c'était vraiment cool que je puisse vraiment aborder en profondeur un seul et même sujet. Donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Et le samedi 30 mars, je le dis en avance pour une fois, et oui, le samedi 30 mars, un live exceptionnel sur Vogt de cartes du bloc X d'exception. Ça va être incroyable. D'ailleurs, j'en profite aussi pour passer un gros GG. J'en ai pas parlé dans l'actualité partie 2 parce que j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais la sortie de GCC. N'hésitez pas à vous rendre sur GCC aussi. Gros big up à toute leur équipe pour leur travail vraiment phénoménal. Je leur souhaite que du meilleur. J'ai complètement oublié d'en parler dans la partie numéro 2, Actualité française. Mais voilà, Graded Card Center qui a sorti son application avec plein de cartes sympathiques que vous pourrez aller voir, que vous pourrez aller acheter. Vraiment de très belles choses. Vous pourrez également échanger sur cette plateforme. Vous pourrez faire plein de choses. C'est vraiment, je trouve, révolutionnaire. Donc j'espère que ça trouvera son public. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine les amis. N'oubliez pas, l'important c'est de commenter, surtout commenter un maximum. Laissez-moi un maximum d'avis pour qu'on puisse continuer cette série sur cette lancée, qu'on puisse continuer à discuter entre nous, passer un bon moment et avoir une vraie interaction. C'est vraiment ça qui me fait le plus plaisir. Voilà, malgré l'actualité en berne, malgré l'actualité très lente, il y a quand même des petites éclaircies, des petites étoiles filantes dans la nuit. Dans la nuit très sombre. Voilà, en tout cas les amis, prenez tous soin de vous. Merci à tous de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. C'était Price. Ciao, ciao.